C'est parti. Allez, à toi de jouer. On va mettre du temps. Hop, tac. Tu as 15 minutes. Mais après, si tu veux faire plus vite pour privilégier des questions-réponses, okay. Vas-y. Allez, c'est parti. Super. Bonjour à tous, moi c'est Aurélien. Je vais vous présenter Bobby. Bobby, c'est la première plateforme digitale 100% BTP. Voilà, c'est la première solution SaaS qui travaille à la fois le modèle vertical du business des professionnels du bâtiment et également le modèle horizontal. C'est le chantier sans le mal de casque. Moi, je suis le cofondateur de la structure. Rapidement, je me présente en une petite minute. Auparavant, j'ai un profil très market. J'étais chef de service marketing opérationnel chez Renault et Nissan. Ensuite, j'ai créé ma première société en 2016 qui s'appelle la Brasserie Mira, pour ceux qui connaissent localement. Donc, c'est une brasserie artisanale qu'on a bien développée. On est passé de 0 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé à fin 2021 avec une cinquantaine de collaborateurs. Et j'ai quitté en 2021, juste après le Covid, pour me lancer sur le projet Bobby. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, Bobby, notre petit slogan, c'est le Doctolib du BTP. On ne paye rien pour l'instant, Doctolib ne nous facture rien, tant mieux. En tout cas, on l'utilise au maximum parce que ça nous va bien. Pour lancer le projet, on investit pas mal au départ. On n'est pas une start-up classique avec des stagiaires, des alternants et ainsi de suite. On a pris beaucoup de risques financiers au départ. On a embauché beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a lancé officiellement l'activité en février 2022. On a 14 salariés en CDI et 2 contrats d'apprentissage. Et on s'appuie sur une expertise de 20 ans dans le BTP. Pourquoi 20 ans? Vous dites, il y a une trentaine d'années, 20 ans, il a démarré à 10 ans. C'est du pipeau. Non, parce qu'en fait, on a un cofondateur sur la structure, donc qui est un gros groupe informatique régional, qui est expert dans le monde du BTP depuis plus de 20 ans. Il a 60 collaborateurs, à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a une vraie expertise sur ce métier-là. Donc, on s'appuie sur ces compétences-là pour aller beaucoup plus vite et vraiment être au plus proche du besoin client. Donc, si on regarde au niveau des problématiques marché, 51% des artisans déclarent que les tâches administratives sont génératrices de stress. On a 90% des pros qui déclarent que les tâches administratives sont une perte de temps et également 74% qui estiment que c'est un frein à leur développement commercial. Et si on va un peu plus loin dans notre schéma artisans du bâtiment, qu'on va s'occuper aussi également de leurs clients, il y a 89% des particuliers qui ne sont pas satisfaits de la réactivité des artisans sollicités. Quand on a dit tout ça, on a les verbatim, je pense qu'on l'a tous vécu ici dans la salle, quand on sollicite un artisan, jamais reçu son devis, on a dû le relancer une dizaine de fois, on n'a pas compris son offre. Partant de ce constat, on a créé Bobby. Je vous l'ai dit, modèle horizontal et vertical. Pourquoi vertical? Parce qu'en fait, on va à la fois s'occuper du prospect de notre artisan du bâtiment et on va aller jusqu'au recouvrement de la facture. Et pourquoi horizontal? Parce qu'en fait, on va traiter toutes les problématiques métiers des professionnels du bâtiment qui vont être le devis, la facturation, la planification de chantier, le suivi de ses achats, de ses stocks et sa comptabilité. Donc tout ça, ça s'articule autour de 5 gros blocs fonctionnels. Le premier bloc fonctionnel, c'est le devis assisté. Ensuite, on a le suivi de chantier intelligent. On a la facturation, le règlement de facture et Bobby Trésor. Je viendrai un peu plus en détail juste après sur cette fonctionnalité-là. Et la partie comptabilité. Sur ces 5 blocs, je vais faire un focus sur 3 éléments innovants. Le premier élément innovant, c'est le devis assisté. Donc, bien sûr, on fait du devis classique. Mais à côté de ça, on fait ce qu'on appelle donc, le devis assisté. C'est le système de pré-devis où demain, je vous fais un cas d'usage. Je suis électricien, je suis client chez Bobby, puisqu'on a déjà des clients. Et je suis sollicité, alors même que je suis sur chantier, par une dizaine de prospects sur ma journée pour rénover un tableau électrique. Mon électricien va prendre son smartphone, va simplement saisir l'adresse mail de son prospect et il va déléguer toute la préqualification besoin et la préestimation des futurs travaux de son prospect. Donc, le prospect va accéder à un formulaire sécurisé, il va saisir toutes ses informations personnelles et à la fin de ce questionnaire-là, il va avoir une préestimation du chiffrage de ses futurs travaux de l'artisan qui l'a sollicité. C'est-à-dire que ce n'est pas un travaux.com où on va générer un ensemble de livres, c'est vraiment la tarification de l'artisan en question. Si cette tarification-là lui donne satisfaction, un peu à l'image de Doctolib, il va pouvoir prendre rendez-vous directement avec son artisan
Donc, on va fluidifier la relation prospect, client, artisan pour amener plus de satisfaction client. Mais aussi, on va faire gagner énormément de temps à notre artisan sur la préqualification, puisque lorsque cette action-là est faite par le prospect au travers de son formulaire, automatiquement, on va lui créer la fiche client dans Bobby et on va créer également un devis à l'état de brouillon qui va pouvoir reprendre en suivant pour éventuellement concrétiser ce devis ou pas. Le gros avantage aussi également pour les artisans, c'est que sur sa journée, je vous l'ai dit, il va être sollicité par une dizaine de prospects. Souvent, il répond à celui qui va être le plus insistant, celui qui la harcèle toute la journée pour avoir son devis. Et du coup, il va finalement choisir un chantier, pas forcément parce que c'est le plus rentable, mais juste parce qu'il veut se désencombrer du pollueur, en tout cas de celui qui le perturbe au quotidien dans sa journée. Donc nous aussi, on va leur permettre d'être générés en continu de façon automatique un grand nombre de pré-devis, et à la fin, notre artisan il va pouvoir se concentrer sur ses pré-devis et se dire je vais prendre ce chantier parce que finalement, il est plus rentable. Il ne va plus subir finalement. Donc ça, c'est le premier bloc fonctionnel innovant. On est les seuls à faire ça aujourd'hui in the world. Voilà, donc il faut préciser. Ensuite, à côté de ça, le deuxième bloc fonctionnel que je veux mettre en avant, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est la partie facture. Mais je veux le mettre en avant, pourquoi? Parce que nous, on est déjà FNFE, donc on est habilité à la Fédération nationale de la facture électronique. Donc on a déjà anticipé la future législation sur la loi de finances qui va être appliquée à partir de juillet 2024. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, les artisans qui font des factures avec du Word et du Excel, en 2024, c'est terminé. Donc c'est une vraie opportunité, ça va doper le marché. Et moi, je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu dans mes anciennes expériences professionnelles. Je l'ai vécu dans l'automobile, les bonus écologiques, les malus écologiques, ça a permis de lancer tout le marché du véhicule électrique. La prime à la casse également. Dès qu'il y a une contrainte légale, ça a dopé un marché. Mais également, je prends l'exemple de la restauration où en 2018, il y a eu la loi de finances sur les caisses automatiques pour les restaurateurs qui devaient être certifiés. Mais automatiquement, ça fait émerger beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur le marché, qui ont apporté une vraie démarche innovante et ça a amené surtout un marché beaucoup plus moteur avec plus de clients derrière. Je prends l'exemple de l'addition qui est un acteur régional et qui est un bel exemple dans la stratégie de Bobby. Dernier axe sur lequel je souhaite mettre l'accent, c'est sur la partie règlement de facture et Bobby Trésor, puisque sur la partie règlement de facture, on va permettre également, toujours dans notre esprit de modèle vertical, à notre artisan, sur des petites opérations de maintenance dépannage, de se faire payer instantanément. Donc en fait, sur Bobby, il y a un terminal de paiement dématérialisé, donc il n'y a plus de relance à faire, il n'y a plus de problème de trésor sur toutes ces petites factures-là. Et on a également développé la partie Bobby Trésor que je vais vous présenter juste après. Sur la partie Bobby Trésor, c'est la première solution d'affacturage blockchain du BTP. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec Inblocks, c'est pour apporter cette innovation. Donc, il y a un vrai partenariat au-delà de l'ICO qu'on va lancer ensemble. Mais l'objectif, c'est également de développer cette fonctionnalité-là. Je vais vous sortir juste 2-3 exemples de vrais clients qui sont sous-traitants de Vinci. Dans le meilleur des cas, ces artisans-là, ils sont payés à 180 jours. Ça génère pour eux des gros décalages de trésorerie, des difficultés financières et souvent, il y en a qui vont droit dans le mur à cause de ça. Pas parce qu'ils n'ont plus le carnet de commandes rempli, tout simplement parce qu'ils ont pris un chantier sur lequel ils ont énormément de retard de paiement et ils ne sont pas capables d'assumer derrière toutes les dettes fournisseurs qu'ils peuvent avoir. Donc, face à ça, nous, on est en train de développer la première solution d'affacturage blockchain. Donc, on va développer un pool de liquidité qui va permettre aux artisans, sans garantie personnelle du dirigeant. Bien sûr, il y a un système de scoring, un peu à l'image des banques, mais nous, ça se fait au travers de la blockchain et l'artisan pourra se faire régler de façon instantanée sa facture. Donc ça, c'est une vraie solution innovante qui permet de toucher toute la chaîne de valeur, en tout cas, et toute cible du BTP, toute taille d'entreprise du bâtiment. Sur cette partie-là également, il y a la partie certificat d'économie d'énergie, où il y a beaucoup d'artisans qui sont habilités et qui ont le label RGE Calibat. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des labels éco-responsables dans la construction qui leur permet d'être éligibles au certificat d'économie d'énergie, d'en faire profiter leurs clients. Sur cette brique-là également, souvent, vous connaissez la lenteur de l'administration française, ils mettent énormément de temps à se faire régler de ces certificats d'économie d'énergie. Donc nous, de la même façon, avec un système de scoring, on va leur permettre d'être réglés de façon instantanée. Donc, concernant l'ICO,
L'objectif de cette ICO, c'est d'aller chercher 1 million d'euros. Vous en avez peut-être entendu parler dernièrement. Il y a une question qui était intéressante de monsieur tout à l'heure. Il a posé une très bonne question concernant des investisseurs potentiels qui étaient déjà dans le projet. Nous, on vient de terminer notre première levée de fonds en equity qui s'est terminée fin septembre. On a été levé 1 million d'euros avec des entrepreneurs à succès de la région et qui voient ça d'un bon œil. Voilà, parce que justement, il y a ce côté liquide et surtout, un argument qui n'a pas été énoncé par Laurent et par Christophe, c'est qu'ils voient d'un bon œil en se disant, oui, en effet, on perd un peu de valeur et ils voient le côté qu'en fait, c'est non dilutif et surtout que ça va permettre d'accélérer encore plus fort sur le projet. Donc, en fait, finalement, on n'est plus sur la même roadmap. On est sur une autre roadmap qui va accélérer encore plus vite. Donc, finalement, la valeur, elle va être beaucoup plus forte derrière parce qu'on va amener beaucoup plus de cash non dilutif et on va aller encore plus loin pour aller chercher également une deuxième levée de fonds derrière. Donc, sur ces objectifs de l'ICO, donc nous, on a levé en equity 1 million, donc c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le train est passé pour vous et qu'il est en train de passer à nouveau devant vous, donc il est temps de monter dedans, si vous le souhaitez. Il y a 3 objectifs au travers de cette ICO. C'est à la fois de continuer à créer de la valeur, d'être innovant. On souhaite vraiment déstructurer le marché, être innovant, un peu à l'image de Doctolib, qui a dû évangéliser en tout cas toutes ces parties prenantes pour arriver sur le marché. On souhaite également accélérer notre croissance, mais on souhaite également développer en parallèle une vraie stratégie de marque. Je vous invite à aller voir notre site internet, bobby.net. Il y a une vraie marque derrière. C'est assez surprenant voilà, de se dire c'est une solution SaaS avec une vraie marque. Nous, on développe notre fonds de commerce, mais en parallèle, on développe la marque parce que c'est une stratégie à long terme qui va permettre de fidéliser nos clients dans le temps. Et également parce que notre cible, c'est une cible qui a un fort esprit communautaire. Donc, on est en cohérence avec cette cible-là. On voit tous l'artisan se balader avec son petit t-shirt Gédimat. Ben, notre rêve demain, c'est que notre artisan se balade avec le t-shirt Bobby. Voilà. Et j'aime bien citer cet exemple-là. C'est Alan, pour ceux qui connaissent les mutuelles. Ils ont été très forts. Ils ont développé aussi une belle marque en parallèle. Il faut savoir que 40% des prescripteurs d'Alan ne sont pas des clients d'Alan. Donc, notre objectif aussi à terme, en développant la marque de Bobby, c'est d'avoir aussi beaucoup de prescripteurs. Donc, quand je parlais d'accélérer notre croissance, je suis passé rapidement dessus, mais c'est également de renforcer nos partenariats. Aujourd'hui, on a un partenariat national avec KPMG parce que l'un des directeurs régionaux est actionnaire de notre structure. Donc, ça nous ouvre beaucoup de portes et on est le seul acteur SaaS du BTP à être partenaire de KPMG. Il faut savoir que KPMG, le secteur du bâtiment, c'est 12,5% de leur chiffre d'affaires, c'est le deuxième secteur d'activité après la santé. Pour eux, c'est un enjeu stratégique d'être accompagné par un acteur fiable et innovant. Donc je ne sais pas combien il te reste 3 minutes. Okay. On va enchaîner rapidement du coup. Au niveau de l'équipe, je présente rapidement mon équipe. Donc je vous ai dit, on n'est pas entouré d'une équipe d'alternants, de stagiaires ou des freelances. On a pris le parti pris, on a pris des risques au départ, mais c'est ce qui fait qu'on va très vite et qu'on est déjà très professionnel, qu'on a déjà des clients, que notre solution est déjà en ligne et qu'on commence tout juste à générer du chiffre d'affaires, puisqu'en fait, on a commercialisé notre solution, notre MVP, donc la version 1 de Bobby, fin octobre 2022, donc c'est tout récent, en démarrant vraiment le développement en février 2022. Donc au niveau de l'organisation, on a Jasmine, donc, qui est notre directrice générale adjointe et qui est également notre CPO. Donc, elle vient de la R&D de chez Michelin, elle a fait 7 ans là-bas. Elle a travaillé aussi pendant 8 ans à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Hauts-de-France. Elle a accompagné les sociétés du bâtiment qui étaient en redressement judiciaire. Donc, elle a une vraie connaissance métier. Elle s'appuie sur son équipe produit avec Karine et Emma. Côté design, on a Alban et Bettina qui travaillent toutes les interfaces pour rendre digeste du coup notre logiciel pour que ce soit le plus simple possible, plus user-friendly, puisqu'en fait, il faut quand même avoir conscience qu'on a une population, ce n'est pas des champions d'informatique. Notre challenge, c'est d'avoir un outil ultra complet, mais vraiment digeste et très simple d'utilisation pour eux. Ensuite, on a une partie marketing avec Adèle, donc qui est notre responsable marketing, qui est épaulé par Kevin. Et on a Guillaume, donc, qui est notre CTO, que j'ai débauché d'une école de dev dans laquelle j'ai été formé avant de me lancer, parce que j'ai toujours besoin de comprendre dans quoi je me lance, donc je suis obligé de mettre les mains dans le cambouis avant d'y aller. Et je l'ai fait, donc aujourd'hui j'ai un diplôme de développeur full stack que j'ai fait avant de lancer le projet. Et du coup, lui, je l'ai débauché, c'était mon prof. Il a formé plus de 400 élèves. Il a 20 ans d'expérience en tant que dev et du coup, il a constitué toute son équipe de développeurs derrière avec Axel également, donc, qui est notre data scientist qui gère toute la partie IA machine learning.
Donc ça, c'est rapidement, on est un peu juste en termes de timing. Donc, ces dernières couvertures médiatiques, on a nos amis de chez Sud-Ouest, on a mis en avant, en tout cas pour la couverture. Et puis, on a eu la chance aussi de représenter les startups bordelaises et notamment la filière BTP. On a rencontré la ministre des PME, Olivia Grégoire, au siège justement de Sud-Ouest. Donc, concernant l'ICO, les scénarios d'investissement, donc j'ai mis scénario d'investissement. Donc, le blocage éligible PRP, vous allez vous demander c'est quoi le plan de rachat permanent. En gros, on alloue 20% de notre chiffre d'affaires, notre société réelle avec des vrais employés, la BLC, Spaces Atlantique, à racheter du coup des jetons et à en brûler 50%. Donc automatiquement, je vais en racheter, je vais en brûler 50%. Donc automatiquement, il y en a moins sur le marché. Donc ça va augmenter la valeur unitaire des tokens qui sont toujours présents sur le marché. Pour vous, c'est une belle opportunité puisqu'en fait, à 36 mois, j'aurais fait déjà beaucoup de chiffre d'affaires. Donc potentiellement, j'aurais cramé déjà beaucoup de jetons. Et à 36 mois, il y en aura beaucoup moins sur le marché. Donc pour vous, c'est la garantie d'avoir un beau rendement derrière. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'il y a un nombre limité. Donc dépêchez-vous, on compte sur vous et on souhaite accélérer encore plus fort. Je laisse conclure. Et merci pour votre attention. Je suis à l'écoute pour toutes vos questions. Alors, merci Aurélien et bravo pour ce parcours. J'ai tout de suite, alors je prends la parole, une première question. Si je mets, parce que je comprends vite, mais il faut me le répéter souvent. Si je mets 10 000 euros là dans ton ICO, combien à 36 mois je peux espérer? Est-ce que c'est plutôt 10 500, plutôt 15 000, plutôt 20 000 quoi? À quoi je peux m'attendre? Ouais, alors, du coup, je vais un peu. Alors, Laurent, je sais qu'il y avait des projections avec ses équipes. En tout cas, ce qu'on garantit, c'est au bout de 36 mois, c'est en tout cas que tu retrouves ta mise de départ. Déjà, ça, c'est la première garantie. Qui est pas mal. Qui est déjà pas mal. Donc, déjà, tu es au moins sûr de retrouver ça. Après, évidemment, ça va dépendre de plein de facteurs. Donc, je ne suis pas là pour promettre, en tout cas, un méga rendement. En tout cas, on t'assure un minimum ta mise de départ. Après, il y a plein d'éléments qui vont influencer. Il y a les gens qui vont vouloir vendre. Peut-être que sur les 36 mois, moi, je vais générer du chiffre d'affaires. Et si personne ne veut vendre parce qu'ils se disent, en fait, c'est génial, ils continuent à faire du chiffre. Et je me dis, je vais attendre parce que mon truc, il va continuer à augmenter et ainsi de suite. Donc, ça a une vraie influence. En tout cas, ce qu'on garantit, c'est que ça, c'est sûr, sur les 36 mois, on fera du chiffre d'affaires. Fatalement, il y aura des gens qui vont vendre des tokens. Donc, automatiquement, ça augmentera ta valeur unitaire. Après, tu feras peut-être un plus 10%, plus 30%, ou peut-être même un x4 ou un x5 ou un x7. Ça, je ne peux pas te le garantir. En tout cas, on a des projections là-dessus en se disant, voilà, fais du chiffre d'affaires, on va en détruire une partie, encore une fois, et personne ne voudra les vendre. Ils vont les garder en se disant que c'est génial, on continue, ça se développe bien. Donc ça, je ne peux pas te le garantir aujourd'hui. En tout cas, je te garantis ta mise de départ. Parfait. Je te remercie. Ce qui est important quand même, Aurélien, c'est que tu fais partie de ceux qui une partie du chiffre d'affaires qui n'est pas significatif consacré au rachat. Oui. C'est sécurisant pour les investisseurs. Complètement. En fait, pour aussi répondre à une question tout à l'heure, c'est en gros mon compte d'exploitation. Moi, je viens du monde de la PME, en plus, je ne viens pas du monde de la startup. Moi, un compte d'exploitation, je le regarde, on suit ça vraiment à la semaine et ainsi de suite. Mon compte d'exploitation aujourd'hui, c'est quoi? Avant l'ICO, c'est mon chiffre d'affaires, en gros, c'est 100% de ma marge brute. Je précise bien, c'est la marge brute, pas la marge nette. Donc, c'est 100% de marge brute. Suite à l'ICO, ma marge brute, ce sera 80% de mon chiffre d'affaires, tout simplement. Donc, en fait, c'est juste à nous de l'appréhender dans le modèle économique. Avec ces 80% de marge brute, évidemment, on pourra toujours faire beaucoup de choses et ce cash, en fait, va nous permettre d'accélérer encore plus vite. Et une des questions, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir, comment tu fais pour garantir, c'est quoi le mécanisme de garantie des 10 000 euros que je peux investir, de pouvoir les récupérer à minima dans 36 mois? Alors, en fait, c'est échelonné. Déjà, les 10 000 euros, en fait, tu ne pourras pas les vendre à 36 mois, c'est que tu pourras les libérer par tranche de 25% par trimestre. Okay. L'histoire, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un influx d'investisseurs à 36 mois qui se disent, nous, on envoie tout. On veut tous se faire acheter au même moment. Donc,
on le fractionne déjà à ce niveau-là. En fait, la garantie, si je reformule, si toi, tu tiens ton plan Oui. de business, ta croissance de chiffre d'affaires, tes KPI, normalement, le cours du token va être stable, voire va augmenter. Donc, moi, j'ai la garantie d'avoir la liquidité sur le minimum à mise. C'est ça. Et en fait, c'est ça revient comme un investisseur, c'est que tu exécutes bien. C'est ça. C'est que de l'exécution. En fait, c'est vertueux. C'est qu'en faisant cette ICO, en faisant cette deuxième levée, ben, on va accélérer encore plus fort. Donc, potentiellement, on fera plus de chiffre d'affaires derrière. Okay. Donc, c'est vraiment un schéma vertueux où vous allez nous aider à créer également ce chiffre d'affaires. On co-construit ensemble grâce à ce cash-là. Oui. Une question sur le traitement fiscal. Oui. Sorti. Alors là, la question peut-être du réemploi, non, par exemple. Fiscal, en fait, chaque projet. C'est pas de l'action, c'est pas de la valeur mobilière. Chaque projet en fait doit avoir avec ses propres conseils fiscalistes, où il doit en fait poser les curseurs et choisir quels actifs sont utilisés. Certains vont le placer dans certains véhicules du bilan, d'autres. En fait, il n'y a pas de réponse globale. Je ne sais pas encore, par exemple, toi, quel a été le choix de. Non, mais fiscalement, c'est pour l'investisseur. Ouais. C'est une plus-value immobilière. Tu fais une plus-value. Ouais. Pour l'investisseur, on est sûr d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est rien. Parce qu'en France, les tokens ne sont pas des euros et donc ça ne sera pas dans votre PEA, ce ne sera pas dans votre titre, ce ne sera pas dans votre défiscalisation IRPP, ce ne sera rien. Peut-être. Il ne faut pas les déclarer, justement. Vous allez déclarer, c'est les plus-values si vous revendez. Mais vous ne bénéficierez d'aucune exonération fiscale en tant qu'investisseur. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. J'espère que ça existera bientôt. L'immobilier. Aujourd'hui, si vous investissez dans l'exemple précité 10 000 €, ce ne sera pas des titres. Ce ne sera pas. Une plus-value imposée à 30%, j'imagine. Alors, la plus-value, il y a la flat tax. Oui, la flat tax. Ça, par contre, ça marche bien. Mais dans l'autre sens, non, ça n'est rien. Moi, je me permets une question sur le modèle économique. Comment tu gagnes de l'argent? Est-ce que c'est le client final qui paye? Est-ce que c'est l'artisan qui est amené à payer? Non, c'est quelle forme? Ouais, alors c'est l'artisan qui paye, c'est un système d'abonnement. Donc en fait, là, pour le coup, là, il n'y a rien d'innovant. Donc c'est un système d'abonnement d'une plateforme SaaS classique où on a en fonction des formules un abonnement qui va être différent et en fonction du nombre d'utilisateurs également. On a une partie freemium aussi également qui est essentiellement sur le devis simple et la facture simple. Parce que notre parti pris, notre stratégie, c'est de se dire aujourd'hui, l'artisan, quand il fait du Word et du Excel, il ne paye rien. Pourquoi lui faire payer quelque chose qu'il ne payait pas prochainement? Donc, c'est une stratégie, en tout cas, d'acquisition pour nous, en se disant on va acquérir ces clients-là. Dans tous les cas, ils vont être utilisateurs de Bobby. Et à un moment donné, il aura peut-être des besoins futurs. On arrivera à le basculer en payant. Là, pareil, sur ce modèle-là, on n'a rien inventé. On reprend les bonnes formules qui fonctionnent, type Adobe, Google et ainsi de suite. Oui. L'acquisition, je demande. Alors là, aujourd'hui, on est On formule peut-être la question, parce que en fait, comme ils sont oui. loin, et oui, on n'entend pas forcément. Donc, la question est sur le coût d'acquisition d'un client. Alors, en fait, aujourd'hui, si on raisonne en ARR, tout confondu avec le freemium, on a un coût d'acquisition à 145 €. Il faut savoir également que c'est une cible qui est ultra fidèle. Le sujet du digital, pour eux, c'est un sujet en fait annexe. C'est limite le sujet qui vient les pouler. Donc, une fois qu'ils l'ont traité et qu'ils sont contents de l'outil, en général, ils changent pas. Donc, c'est à la fois bien pour nous, et c'est aussi, ça peut être aussi emmerdant pour aller chercher des clients à la concurrence. Voilà. Donc, il faut en avoir conscience aussi. Mais aujourd'hui, en tout cas, on sait qu'une fois qu'on a le client et qu'il est content, il ne change pas de solution, parce que ce n'est pas un sujet prioritaire. Donc, la question suivante subsidiaire, c'est la LTV. Comment? La LTV, c'est-à-dire la valeur d'un client, ouais. Tout son cycle de vie. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. Je pourrais vous donner une projection, mais concernant la LTV, non, on n'a pas suffisamment de recul. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre. On n'est pas son taux de churn, on n'est pas capable de la calculer. En fait, aujourd'hui, on n'a que 2 mois de recul sur notre commercialisation. Voilà. Je peux vous donner des chiffres qui vont être complètement décalés, même par rapport au standard. Je pense qu'on aura une vision un peu plus proche de la réalité dans 6 mois.
Tu disais qu'il n'y avait pas de concurrence, même en Amérique, il n'y a pas. Alors en Amérique, sur la partie. En fait, l'Amérique, c'est un marché particulier. Ceux qui connaissent bien les États-Unis, en fait, tout est 10 fois plus gros là-bas. Donc, déjà, d'avoir des artisans, c'était en plus intéressant. Hier, j'étais avec un fonds d'investissement américain, donc ça m'a permis d'avoir en plus plein d'infos sur le marché. Quand je leur expliquais qu'on avait des tout petits, qu'en fait, les 1 à 9 salariés représentent 96% des professionnels du bâtiment. Il faut quand même en avoir conscience. C'est 1 à 9 salariés. Donc, derrière, en fait, au total, c'est 700 000. Donc, les 0 à 49 salariés représentent 700 000 entreprises en France. Mais les 1 à 9, c'est 96% de ces 700 000. Donc, eux, en fait, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des solutions, mais qui sont les solutions des grosses PME françaises avec qui bossent, c'est du Sage, du EBP, et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas la solution adaptée aux petits. En fait, ils ne comprennent pas notre marché concrètement. Il n'y a pas de solution similaire. Il n'y a pas de solution similaire là-bas parce qu'en fait, la cible n'est pas du tout la même. Tout est beaucoup plus gros là-bas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché pour Bobby aux États-Unis. Potentiellement, il n'y a pas de marché pour Bobby aux États-Unis à l'instant T. Bien sûr, on va grossir, on va amener d'autres fonctionnalités. Donc, plus on va grossir, plus on va aller toucher une autre cible plus conséquente. Donc, à court terme, non, il n'y a pas de marché. À long terme, il y en a un, évidemment. D'autres questions? Ouais. Une question Ah oui. sur un peu le business plan, j'imagine. Voilà, que tu envisages d'être rentable. C'est à quel horizon? Parce que c'est vrai que ça aussi, ça fait partie peut-être la différenciation entre des investisseurs classiques au capital et puis la plupart des ICO, là, on est sur un apport de financement qui va permettre de mettre sur le marché, de financer ses clients. Mais c'est quoi à peu près les deux? Alors, notre seuil de rentabilité, c'est fin 2024. Pour juste donner une tendance, juste pour le mettre en perspective avec le marché, mais j'aime pas trop le dire, mais voilà, je vous l'annonce quand même, c'est 0,2% du marché français. En gros, avec 0,2% du marché français en payant, 0,2%, c'est pas énorme en soi, on atteint la rentabilité. Encore une fois, c'est un marché conséquent. D'ailleurs, je vous ai parlé de 700 000 entreprises sur notre site que l'on vise de 0 à 49, et ça représente à peu près 2 millions d'utilisateurs au niveau national. Aujourd'hui, même sur mon BP, j'ai une petite surprise depuis la commercialisation, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'inscrits, beaucoup. Aujourd'hui, c'est 5%. On a pas mal de Belges, des Suisses, enfin tous les pays aujourd'hui, en tout cas francophones, s'inscrivent à notre plateforme. Ça, on ne l'avait pas du tout anticipé en fait. On était dans notre roadmap en se disant, on fait la France, on fait step by step, après on fait l'Europe, et après on ira plus loin si tout va bien. Et en fait, aujourd'hui, on a déjà des clients belges, suisses qui s'inscrivent sur notre plateforme. Donc, elle est anglophone, elle est multi. On peut la transformer dès le départ, en fait, l'architecture. Moi, ce que j'ai demandé à mes équipes dev, c'est de construire l'architecture pour la transposer partout, pour que ce soit scalable. On peut l'exporter partout dans le monde entier. Ok. Bah, écoute, s'il y a d'autres questions, merci Aurélien. On est quasiment dans le timing. Merci. Le fondateur de Nathésis hier. Et en attendant, je voudrais partager une petite réflexion. Ça a été lumineux pendant ta présentation. Par rapport à ta question tout à l'heure, tu disais oui, quelle est la problématique de perte un peu de la valeur avec les investisseurs. Mais si on regarde aujourd'hui, en tout cas, les valorisations d'entreprises se font en général, en tout cas dans des boîtes SaaS ou des boîtes qui font de la GMV, ça se fait sur des multiples de chiffre d'affaires. Donc moi, j'aurais tendance à dire que tout moyen de financement qui permet de doper le chiffre, donc le développement de la croissance, comme c'est un multiple de chiffres a priori qui est supérieur à 1 par rapport au chiffre d'affaires, malgré la perte de valeur ajoutée, c'est une beaucoup plus grosse valeur ajoutée pour l'investisseur au moment de la sortie. Voilà, j'avais pas préparé, c'est une réflexion à chaud. Je sais pas si Christophe, tu es d'accord avec ça. Il y a un autre truc, si jamais il y a des investisseurs en écoutant dans la pièce. J'espère. Il y a un autre truc aussi important. On ne vend que 10 ou 20%. Viens peut-être ici, parce que en fait, c'est pas dit que le micro, ils entendent. Oui, il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on ne vend que 10 ou 20% des jetons au départ, en fait.
sur ce qui est proposé dans ce qu'on appelle l'ICO. Ça veut dire aussi que pour l'investisseur, tout ce qui n'est pas vendu est valorisé dans le bilan de la boîte. En clair, un jeton qui est vendu au départ à 10 centimes, si par le marché, par les rachats, il monte, le prix, ça veut dire qu'effectivement, on va renvoyer du chiffre d'affaires. Mais imaginez que ça passe x10. Vous avez créé une banque, en fait, avec des jetons qui valent de l'argent, en fait, que vous allez pouvoir vendre petit à petit. Parce que ce n'est pas interdit de vendre vos jetons qui sont dans la réserve après. S'il y a de l'intérêt et de l'appétit, si le prix monte, c'est qu'il y a de l'intérêt. Donc, on crée un actif, en fait. Moi, aujourd'hui, le Power, mon token, là, j'ai même dû faire un traitement fiscal particulier parce que ça valait trop d'argent et on a été mis en danger, en fait, en termes de structure. Donc, les gens un peu curieux, je vous expliquerai après, si ça vous intéresse, comment on a fait cette magie, mais à un moment donné, on crée un actif qui est tous ces tokens pas vendus. Qui se rajoute à l'actif de la boîte. Ah ouais. Et c'est plus que 20% du chiffre d'affaires.